Bonjour. Depuis plus de 2 ans, le Soudan est en proie à une guerre fratricide entre deux chefs militaires. Un conflit dévastateur qui a forcé plus de 14 millions de personnes à fuir leur domicile. La majorité, environ 10 millions, sont aujourd'hui déplacés à l'intérieur même du pays. Les autres ont franchi les frontières en quête de sécurité. Parmi eux, plus d'1,5 million ont trouvé refuge en Égypte. C'est là, au Caire, que travaille Laetitia Cabani-Rouget, une professionnelle de l'humanitaire qui a accepté de témoigner, de nous parler de ce qu'elle voit au quotidien, du travail qu'elle mène avec et pour les réfugiés et des moments qui l'ont particulièrement marquée. Bonjour Laetitia, tu travailles pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en tant que chargée de protection depuis 1 an et demi au Caire, et précédemment tu as travaillé en Turquie, en Cisjordanie, en Syrie et en Jordanie. Donc tu as une solide expérience de travail, en particulier avec les réfugiés. Pour planter le décor, est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est l'ampleur de la crise aujourd'hui au Soudan et plus particulièrement en Égypte? Quels sont les besoins immédiats des réfugiés? Et puis, à quels défis concrets, en fait, font face les Soudanais au quotidien? Bonjour Julien et merci pour l'invitation. Oui, alors en ce qui concerne la crise au Soudan, il faut savoir que c'est une des crises humanitaires actuelles les plus sévères au monde. Elle est souvent oubliée, on en parle assez peu dans les médias, mais malgré tout, les chiffres actuels indiquent que plus de 10 millions de Soudanais ont été forcés de fuir leur foyer. En Égypte, donc l'Égypte actuellement, c'est le premier pays d'accueil des réfugiés soudanais, avec, on estime qu'il y a environ 1,5 million de personnes, de Soudanais qui ont trouvé refuge dans le pays depuis le début de la guerre, en avril 2023. Et puis, selon les chiffres du HCR, le nombre de réfugiés qui étaient enregistrés en Égypte a été multiplié par 10 depuis le début du conflit. En ce qui concerne les défis auxquels les réfugiés soudanais font face, il y en a énormément. Donc déjà, dès le moment où ils fuient leur pays, ils doivent traverser le désert dans des conditions très éprouvantes. Ils Mhm, arrivent souvent traumatisés par la guerre. mhm, Et puis aussi, voilà, le chemin parcouru pour arriver en Égypte est déjà très difficile. Et puis, une fois arrivé en Égypte, ils rencontrent beaucoup de défis d'intégration à plusieurs niveaux. Donc, même si aujourd'hui, ils sont intégrés dans un environnement urbain, pas dans des camps, il y a beaucoup de difficultés auxquelles ils sont confrontés, notamment pour obtenir un statut de résidence officiel dans le pays, pour obtenir un emploi, pour envoyer leurs enfants à l'école ou simplement accéder au logement. Ce sont vraiment des difficultés multiples et auxquelles ils font face. mhm. Je vois, merci. Et donc, dans ce contexte, concrètement, en quoi consiste ton travail? Qu'est-ce que tu fais qui aide directement ou indirectement les réfugiés? Alors, en tant que chargée de protection, je suis responsable de plusieurs dossiers, en particulier la coordination avec les partenaires et aussi la protection des données des réfugiés. Donc, je me concentre sur la coordination de la réponse de protection pour les réfugiés soudanais en Égypte, avec deux objectifs, je dirais, principaux. C'est d'assurer la qualité des services de protection et aussi de promouvoir les droits des réfugiés. Donc, concrètement, ça signifie avec les partenaires, on se focalise sur l'identification des besoins prioritaires pour qu'il y ait une bonne compréhension commune du contexte et puis de quelles sont les priorités des réfugiés. On repère aussi des lacunes dans la réponse et puis on va essayer de mettre en place certaines mesures pour essayer de combler ces lacunes, notamment organiser des formations dans certains domaines ou améliorer la complémentarité entre les acteurs humanitaires ou l'information pour que les réfugiés soient au courant des services qui existent. Et donc toujours dans l'objectif que les ressources disponibles vraiment aillent à ceux qui en ont le plus besoin et que ces ressources répondent aussi le mieux possible à leurs besoins. Merci. Et d'ailleurs, je lisais récemment que le gouvernement égyptien a prolongé la durée du permis de séjour qui est accordé après un long processus à certains réfugiés. Et donc, j'imagine que c'est une petite victoire. Est-ce que c'est suite à des démarches, un dialogue que vous avez effectué avec ces autorités? Oui, c'était vraiment une excellente nouvelle pour nous parce que c'était un des points de plaidoyer centraux du travail et des efforts que nous avons menés avec les partenaires, parce qu'il faut savoir que le permis de résidence offre vraiment toute une série de droits aux réfugiés, que ce soit l'accès aux besoins de base ou justement la possibilité de rester légalement en Égypte. Donc le fait d'avoir augmenté la durée de ce permis, ça permet notamment, si on prend des cas concrets, à des enfants d'aller à l'école, alors que peut-être avant, ils n'auraient pas pu le faire. Mhm. Et puis, pour le temps d'attente de ce permis d'être progressivement réduit.
Et ça c'est une véritable victoire. Et puis aussi le résultat d'efforts que nous avons menés avec plusieurs agences, avec les bailleurs de fonds, avec des ONG, etc. Je vois. Et concrètement, à quoi ressemble une journée de travail type pour toi? Alors, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de journée de travail type, surtout dans le contexte actuel des coupes budgétaires. Ça demande vraiment beaucoup de flexibilité pour pouvoir un peu combler tous les besoins organisationnels. Mais je dirais ma priorité, ça reste quand même toujours l'échange régulier avec les partenaires pour mieux répondre aux besoins de protection des réfugiés. Et puis, par exemple, des exemples récents, c'est qu'on travaille sur les mécanismes d'orientation pour améliorer l'accès aux hébergements de protection. On a aussi formé des groupes de travail pour améliorer l'accès à l'enregistrement pour tous les réfugiés. Et on a aussi un autre groupe de travail où on essaye de prendre des mesures pour mieux répondre aux besoins des réfugiés en situation de handicap. Mhm. Et quand tu dis des partenaires et les mécanismes d'orientation, ça veut dire quoi concrètement? Donc, les partenaires, on a des agences onusiennes, des ONG, il y a des organisations de la Mhm. société civile qui se réunissent régulièrement justement pour améliorer notre réponse. Mhm. Mécanisme d'orientation, je pense notamment au partage d'informations avec les réfugiés au bon moment, disons, Mhm. et puis aussi à la possibilité de les référer à des services pour qu'ils aient accès aux services dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Mhm. Ok. Et puis, je voulais te demander, est-ce qu'il y a un moment ou une rencontre qui t'a particulièrement marqué dans ce travail que tu pourrais partager avec nous? Oui, il y a beaucoup de moments. Je pense que c'est toujours des rencontres avec des réfugiés, par exemple quand on fait des consultations ou des évaluations des besoins. C'est ce qui me marque le plus. J'ai rencontré, par exemple, plusieurs réfugiés qui étaient vraiment profondément traumatisés par les violences qu'elles ont vécues. Et puis c'est quelque chose qu'on observe dans le regard, donc c'est quelque chose de très marquant d'être finalement indirectement confronté à cette violence aussi, et de mieux comprendre quel est l'impact de cette guerre sur les réfugiés. Il y avait aussi une rencontre que j'avais faite avec une mère célibataire de 4 enfants, et l'un de ses fils avait été tué en chemin. Et puis, pour subvenir aux besoins de sa famille, elle avait dû accepter un travail comme aide domestique, et donc elle avait laissé sa famille, sa fille aînée de 14 ans finalement s'occuper des plus jeunes pendant Mhm. la semaine. Et puis finalement, cette jeune fille a fait une tentative de suicide, et puis sa Mhm. maman a décidé de rester auprès d'elle parce qu'elle voulait faire de sa famille une priorité. Malgré tout, elle Mhm. se retrouvait dans une situation très très délicate puisqu'elle n'arrivait plus à nourrir sa famille. Ce qui m'a frappé, c'est que dans des contextes différents dans lesquels j'ai travaillé, cette personne, elle aurait pu avoir la priorité pour obtenir une assistance humanitaire. Mhm. Mais malheureusement, en Égypte aujourd'hui, depuis des années, il y a une réduction de l'aide et des financements en Égypte. Et avec les coupes récentes, ça signifie vraiment qu'on ne peut plus servir que les plus vulnérables parmi les plus vulnérables. Et ça, c'est assez, ça nous met dans des situations de choix qui sont assez dramatiques en fait. Mhm. C'est dur. Ça nous montre aussi à quel point les décisions qui sont prises dans un pays, elles peuvent avoir des effets directs sur la vie de personnes loin, mais voilà, de manière très, très concrète. Absolument. Et sinon, je voulais te demander, donc, tu as mentionné pas mal de défis, mais malgré ça, est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent bien, des résultats que tu observes, et indirectement, qu'est-ce qui te donne de l'espoir? Alors, je pense que ce qui fonctionne bien aujourd'hui pour le HCR, c'est vraiment l'entité clé pour l'enregistrement des réfugiés. Et puis, on voit qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui approchent le HCR pour obtenir cette protection internationale. Mhm. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la mission du HCR. Les coupes budgétaires, de nouveau, ont eu un impact sur notre capacité à remplir cette mission. Donc, notamment, ça nous a contraints à fermer des services d'enregistrement dans 2 centres, un à Alexandrie et un au Caire. Et ça, c'est problématique parce que ça signifie qu'il y a des personnes qui vont avoir plus de difficultés à accéder à ces services, alors que c'était déjà parfois compliqué étant donné la quantité de personnes qui venaient pour s'enregistrer, en fait.
Mais ce qui fonctionne bien, c'est aussi qu'on a une très bonne équipe qui essaie toujours de mettre en place des nouvelles stratégies, des systèmes, des outils pour que les personnes puissent avoir accès à cet enregistrement avec les technologies actuelles à distance, etc. Mhm. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous donne de l'espoir de voir tous ces efforts-là qui permettent tout de même aux réfugiés d'accéder à ces services. D'autres résultats positifs, pour moi, ce qui me touche souvent beaucoup, ce sont les initiatives avec les organisations de réfugiés ou avec les réfugiés eux-mêmes, lorsqu'on fait des consultations, qu'on leur demande de suggérer des solutions et puis qu'ensuite on peut mettre sur pied des initiatives sur la base de ces suggestions. Mhm. Ça, c'est toujours quelque chose pour moi, qui est quelque chose de positif. Souvent, on essaye de trouver le positif dans des petites initiatives concrètes. Et puis, finalement, parfois, c'est déjà beaucoup. Merci. Sur un autre sujet, je voulais te demander, avec la tendance à la localisation de l'aide humanitaire et aux réformes du système, est-ce que tu vois des progrès ou des opportunités concrètes dans le contexte où tu travailles au Caire? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré à ton avis? Oui, alors oui, je vois bien qu'ici, les organisations locales, elles jouent vraiment un rôle essentiel dans la réponse aux besoins des réfugiés, on dirait des first responders. On voit ils sont sur le terrain, ils ont la notion vraiment, ils sont confrontés aux besoins de la population et puis ils prennent des mesures concrètes et rapides pour y répondre. Donc, c'est, je pense, vraiment essentiel de travailler en partenariat avec eux et puis aussi d'essayer de vraiment concrétiser cette question de la localisation en leur donnant plus de fonds de façon directe Mhm. ou indirecte pour l'instant, mais avec la vision qu'ils obtiennent ces fonds plus tard. En Égypte, il y a un peu de restrictions légales au niveau de l'enregistrement de ces organisations, donc ça, c'est encore un obstacle. Mais malgré tout, je pense que c'est vraiment essentiel d'essayer d'encourager vraiment cette transition. Et puis les bailleurs de fonds ont aussi un rôle très important là-dedans, en essayant d'accélérer un peu cette transition. Mhm. Très bien, merci beaucoup. Et peut-être comme dernière question, est-ce qu'il y a un dernier élément que tu aimerais que les auditrices et auditeurs comprennent mieux à propos de cette crise des réfugiés soudanais en Égypte? S'il y avait un message à faire passer, ce serait lequel? Alors, je pense que voilà, c'est important de rappeler que la crise au Soudan est toujours d'actualité, elle est toujours en cours, même si elle ne fait pas la une des journaux, mais voilà, ça veut pas dire que la situation est propice à un retour. C'est toujours important de rappeler que c'est surtout les pays voisins, les pays limitrophes, ici comme l'Égypte, qui accueillent les réfugiés partout dans le monde, et souvent aussi avec des moyens limités. Donc, la solidarité internationale est essentielle dans ce genre de cas. Et puis, comme je le disais avant aussi, on voit que les financements insuffisants, ils ont un impact vraiment concret sur la vie des réfugiés. On peut parler même du fait d'un impact de vie et de mort dans certains Mhm. cas. Mhm. Euh, et puis, je pense que c'est vraiment essentiel. On est vraiment maintenant dans un contexte global qui est plus au repli sur soi, mais c'est essentiel de garder à l'esprit qu'on a tous un rôle à jouer pour défendre ces droits humains de base. Et puis, il ne faut pas revoir à la baisse finalement le minimum de dignité humaine. Merci beaucoup. Merci de partager ton expérience et des exemples humains et vécus. J'aimerais te remercier pour tout ça et d'avoir pris le temps de répondre à ces questions pour les auditrices et auditeurs ici d'ailleurs. Merci beaucoup, Julien. Merci, au revoir.